Alors, on va commencer avec CPD3. Nous avons beaucoup animé avec Pascal Procope et David Copé CPD3, mieux rénové en prochaine semaine. Je vous fais une petite discussion des 4 interventions qui vont être proposées, extrêmement riche, et donc c'est pas dans d'autres ateliers, mais quand on est nous, animateurs très satisfaits des échanges, de la qualité des présentations qui ont été faites. Nous avons eu une présentation, une résidence d'architecte et de paysagiste à Évreux, c'est déroulé à Évreux en 2022, il y a quelques années, coproduite par la Maison d'Architecture, la ville d'Évreux et le CLUE de Gèvres. Il nous a expliqué donc, ce qu'était une résidence d'architecte, mais ce n'était pas non plus une résidence d'architecte. Il faut vraiment, plutôt sur la partie amont des projets, hein, il s'agit de faire venir des gens de l'extérieur qui apportent un regard neuf sur la ville et de faire prendre du recul de la population pour essayer de faire basculer en fait, le regard de ses habitants et à les susciter, en créant des pistes d'évolution, en utilisant des médias plutôt artistiques, hein, le dessin en l'occurrence, d'aller susciter une envie de changement, une envie de rénovation, une envie d'investissement de la part des habitants, des commerçants, des copropriétés, des collectivités évidemment. Il y a déjà des résultats concrets de cette résidence d'architectes qui ont été évoqués, avec l'idée c'est de semer des petites graines, pas forcément s'il y a un but opérationnel direct et massif, mais de faire germer des graines avec des initiatives à différents niveaux. Et là, c'est le cas, puisqu'il y a déjà eu des projets de renaturation qui sont en cours, de béton, de la rivière qui passe un nombre de projets de résidence. Deuxième présentation, l'étude du CEREMA, l'étude Recocartier, qui a été menée en partenariat avec l'EPF Normandie. L'ambition de cette étude, c'est de susciter l'envie de réhabiliter des quartiers reconstruits et donc d'apporter de la donnée, finalement, à l'échelle régionale. C'est une des particularités de cette étude, c'est qu'elle est menée à l'échelle de la région Normandie et elle compile un certain nombre de données sur le patrimoine reconstruit, sur les tissus, les quartiers reconstruits. Et tout ça se concrétise, se synthétise à l'intérieur d'une plateforme Internet, un portail numérique, exactement, dans lequel on retrouve des cartes interactives avec les différentes typologies de quartiers reconstruits en Normandie et dans chaque ville. Et puis, il y a beaucoup de données chiffrées sur le type de bâtiment, la région d'occupation, le marché de l'immobilier, par exemple, et des données socio-économiques sur les ménages, et puis des données environnementales également, qui permettent finalement de faire germer une sorte de pré-diagnostic à disposition des collectivités, des copropriétaires, des maîtres d'ouvrage, des bailleurs. Voilà, donc on est là aussi un peu en amont des projets, mais voilà, pour à la fois donner une aide au diagnostic et puis également des fiches méthodologiques, des fiches actions qui permettent aux maîtres d'ouvrage d'aller engager les premières dynamiques de rénovation. On a eu ensuite une présentation du projet Ciamorphose à Brest, un grand projet de valorisation du centre construit de Brest, qui trouve sa concrétisation dans le plan dit Brest 2040 et dans le cadre de l'appel à projet de l'État France 2030. Donc c'est une réflexion sur la grande échelle, enfin qui part de la grande échelle et qui dézoome progressivement vers la petite échelle avec des jeux d'aller et retour entre les échelles, qui donne de la cohérence et de la puissance au projet. C'est évidemment une initiation et un portage public, mais un projet qui s'est développé avec en co-construction avec les habitants et avec les acteurs privés du microcosme de Brest, et le soutien de la Banque des Territoires, quand même important. Il s'agit d'expérimenter la rénovation de 2 îlots les plus caractéristiques de la reconstruction de Brest, dans lequel il y a une envie des copropriétaires de se lancer dans la rénovation. À la fois sur les bâtiments, les cœurs d'îlots, les espaces publics, de considérer vraiment la rénovation dans sa globalité. Et puis il y aura une deuxième phase. Là, on était dans la phase d'incubation jusqu'en 2025, et ça ouvre une deuxième phase de réalisation de l'expérimentation de la rénovation de ces 2 îlots.
qui s'ouvre, on l'espère, pour la ville de Brest, qui a répondu à une deuxième partie d'appel à projet aujourd'hui, ce matin. Il faut souligner sur ce projet, il y a une réflexion très poussée sur le montage d'une opération qui peut être intéressant pour les différents porteurs de projet. Sur le plan juridique, financier, foncier, enfin, avec la création d'un système de guichet unique, je vous passerai les détails du montage, mais il est vraiment très très pensé et pertinent, je trouve. Et il va être mis à l'épreuve, évidemment, à travers ces deux expérimentations. Dernière présentation qui nous a été faite, celle d'une initiative, et même on peut dire d'un engagement citoyen dans les Isaïes du Havre, les îlots V40 et V41. Donc c'est le président du conseil syndical qui nous a fait la présentation du travail engagé depuis une douzaine d'années sur cet îlot. Donc c'était l'histoire de cet engagement qui part vraiment des résidents, la trajectoire avec les différentes étapes vers les phases de restauration. On commençait par d'abord un travail de documentation, de sensibilisation aux propriétaires et pas que, de protection puisqu'ils ont obtenu le classement au titre des monuments historiques de leur immeuble, et puis du montage d'opérations pour emmener vers les premières phases de chantier test qui ont déjà été engagées. 2 façades sur les 23 qui ont été réalisées, encore au début de l'exercice, mais en tout cas il y a eu un travail extrêmement important réalisé sur cet îlot de la part des habitants pour le coup. Donc on nous a expliqué les succès en matière de mobilisation, d'adhésion, de reconnaissance institutionnelle de ce patrimoine, de financement public, même si ne sont pas forcément à la hauteur de ce qu'on espérait, et puis des échecs aussi sur ces projets, avec une reconnaissance au plan local qui n'est pas toujours au rendez-vous, même dans une ville comme Le Havre qui a été inscrite au patrimoine mondial, c'est la réalité du terrain. Voilà. Donc je synthétiserai ces différentes présentations assez rapidement. Alors qu'est-ce qui les différencie d'abord? C'est le statut du porteur de projet. On a eu des présentations de la part des pouvoirs publics, mais aussi d'habitants, d'individuels, mais aussi du monde associatif. Donc on voit que beaucoup de gens s'investissent sur le sujet, à différents moments du projet aussi, très en amont, très terrain, selon différents angles d'entrée dans le projet de rénovation. Des méthodologies, des outils qui offrent un panel d'options possibles pour agir et s'adapter à chaque contexte. Et puis, ce qui les différencie, c'est la nature aussi des freins rencontrés, tous les modes de difficultés, mais ils sont d'ordre varié, financier, culturel, juridique, administratif parfois. Et je terminerai par ce qui rassemble ces différentes initiatives, c'est peut-être le plus intéressant. J'en ai parlé rapidement, mais l'engagement remarquable des porteurs de projets, c'est suffisamment remarquable pour le dire là, et féliciter ces porteurs de projets, qu'ils soient institutionnels, citoyens, professionnels, mais qui démontrent quand même que la valorisation du patrimoine moderne en France, ça reste un combat de boxe, aurait dit Richetti. Mais en tout cas, ça n'est jamais acquis. Et il faut toujours remettre sur le métier cette communication, sensibilisation, convaincre, parce que voilà, il y a besoin encore en France. Le patrimoine moderne ne s'impose pas comme un patrimoine naturel. Peut-être que ça sera le cas un jour, mais ce n'est pas encore le cas. À 100%. Ce qui rassemble ces initiatives, c'est à chaque fois cette question de prise de recul, des dézoomage, qui permet finalement de changer de regard et de créer la dynamique et l'envie. Et un point important aussi, c'est que tous ces projets, à un moment, ont rencontré une ambition forte qui a emmené les porteurs de projets et qui permet d'emmener en fait, autour d'eux dans leur sillage l'ensemble des propriétaires ou l'ensemble des intervenants. Une ambition qui transcende, Johnny, nos échelles, nos réalités du quotidien, pour fédérer, mobiliser. Voilà, la place du collectif, évidemment, la mise en commun des biens, des moyens, la réflexion collective, la transversalité, l'intérêt général, qui sont toutes des notions qui étaient présentes au moment de la reconstruction, qui étaient centrales, qu'il faut qu'on remette au centre de ce grand projet de rénovation pour le servir et le multiplier. Voilà, plein d'autres choses, mais bon, je vais m'arrêter là. Merci Vincent. Oui.
J'en profite pour présenter nos modérateurs que je remercie chaleureusement pour tout leur accompagnement, pour la création de ces ateliers. Pascal Procop, Yves je vous présente par vos villes, hein, dans le club Prisme, c'est comme ça. Donc Vincent Dutertre qui est CAE 76 là pour le coup, Violaine Hubin, donc Lorient, Xavier Corson qui est un de nos collègues de l'énergie, donc à la métropole de Rouen, Marianne Sarr Beauvais et Bérangère Géant à Vanches. Donc métropole de Rouen. Merci beaucoup, merci à vous. Je pense qu'ils méritent des applaudissements. Merci. On va faire une introduction de l'atelier 2. Tu parlais tout de suite d'évidence par rapport au patrimoine. Justement, c'était notre sujet, c'était la sensibilisation au patrimoine. Et en premier lieu, la place de la patrimonialisation, donc les deux premières interventions portées notamment sur ces aspects avec la notion de la convention de Faro. On va laisser présenter brillamment. Et l'angle suivant était plutôt sur la place des institutions. Et puis on fera un petit retour sur les présentations que nous avons fait la ville de Royan sur des outils de sensibilisation au patrimoine. Alors évidemment, déjà, présenter la convention de Faro en 20 minutes, c'était vraiment une gageure. Alors là, en 2 minutes, autant vous dire que ça ne va pas être possible. Mais par contre, vous dire quand même qu'on a souhaité commencer cet atelier sur la sensibilisation par cette ouverture, ce regard sur cette convention qui est portée par le Conseil de l'Europe et qui s'appelle la Convention cadre sur la valeur du patrimoine culturel pour les sociétés, qui peut être en gros une grille de lecture, un outil pour nous, pour penser nos politiques de sensibilisation et de valorisation du patrimoine. C'est pour ça que c'était important pour Gabi et moi-même de pouvoir vous présenter cette convention. C'est très délicat de vous la présenter en 2 secondes, mais en gros, l'idée, c'est que ce ne sont pas seulement les bâtiments qui sont importants dans cette question de la patrimonialisation, mais aussi la valeur que les gens portent dans ces bâtiments. Et que cette valeur-là, évidemment, elle n'est pas unique, c'est-à-dire que vous avez une multitude de communautés patrimoniales autour de ces bâtiments qui portent une valeur, un vécu, quelque chose vis-à-vis de ce lieu, de ce bâti ou autre, et que donc du coup, il faut prendre en compte cette pluralité de récits et parfois aussi la dissonance, et donc on en a parlé, je pense que vous reviendrez dessus, sur la valeur conflictuelle du patrimoine, et donc du coup on a eu pas mal d'échanges sur cette question-là. Juste très rapidement, Faro, ça va venir questionner les gros enjeux qu'il y a derrière Faro, et qui sont intéressants, je pense, pour nous dans nos politiques patrimoniales, c'est que ça va venir questionner la question du récit, donc cette fameuse pluralité, le respect de la diversité des communautés patrimoniales et de l'interprétation des héritages. La question du commun, c'est-à-dire que d'un seul coup, on pense notre héritage et notre patrimoine comme étant un commun, et donc des ressources. Et enfin, la question de la coopération qui va avec tout ça, parce que le patrimoine, il n'existerait pas si on n'avait pas un processus derrière, une dynamique où des gens se mobilisent pour générer et penser, débattre, négocier le patrimoine qu'ils ont envie d'avoir. Et donc du coup, c'est vraiment la question de la responsabilité partagée autour de ce patrimoine qui est éminemment démocratique derrière. Je m'arrête là, c'est très court, mais... La convention de Faro était une nouveauté pour Bérangère et moi, donc c'était plus facile que Émilie le présente. Donc le patrimoine de la reconstruction, notre atelier a montré que la patrimonialisation, elle est en cours, on n'est pas comme les cathédrales gothiques, où je pense que ça fait consensus au niveau mondial que c'est du patrimoine. L'architecture de la reconstruction, c'est plus compliqué. Encore aujourd'hui, ça fait débat, c'est conflictuel. Pas forcément qu'au niveau de l'énergétique ou de la réhabilitation, et même aussi ce qui fait patrimoine. Et donc en France, on aime bien l'administration, on aime bien les outils, on va dire, régaliens. Et donc on a fait un peu le point sur ces outils qui permettent une reconnaissance nationale de ce patrimoine. Donc là, notamment, on a commencé par la synthèse, un diapo met en valeur l'architecture, le label architecture contemporaine remarquable. Mais avant ça, on a eu déjà, dès la fin du XXe siècle, des premières protections monuments historiques, puisque c'est le seul outil qui pouvait exister pour cette reconnaissance, notamment avec le Havre, l'église Saint-Joseph, qui a dû être le premier bâtiment monument historique du patrimoine de la reconstruction, et des nouveaux outils qui ont émergé en 1999 avec le label patrimoine XXe siècle, qui a depuis été remplacé par le label ACR, architecture contemporaine remarquable. Donc là, on vous a remis quelques objectifs. Donc on est sur un label, on n'est pas sur un outil
prescriptives comme le label monument historique. On est plus sur de la communication, sur de la reconnaissance, pour mettre en valeur aussi la fierté soit des habitants d'une ville ou des propriétaires, et pointer que ce bâtiment est d'un intérêt selon selon la notoriété de l'architecte, le point de vue architectural, la reconnaissance par rapport aussi à un courant. Et donc là, on vous a mis en valeur les objectifs de ce label qui permet de faire connaître, de valoriser l'architecture auprès du public, sensibiliser à la qualité architecturale, apprendre aux habitants et au public à lire et à regarder cette architecture, pourquoi ça fait patrimoine aujourd'hui. Et donc vraiment aussi accompagner les propriétaires. Donc là, on fait le lien avec l'habitat, avec le volet plus architectural, sur comment adapter ces architectures qui sont souvent aussi en réhabilitation. Et on a besoin vraiment de montrer comment on peut les réhabiliter sans les dénaturer, ou bien ce qui est possible. Ce qui fait aussi le lien après sur un autre label qui est plus normand. Donc là, je vais laisser la place à Bérangère sur le label patrimoine de reconstruction. Non, on avait tout ça voulu. Effectivement, la région Normandie s'est emparée de ce sujet, notamment ce que nous a indiqué Stéphanie Dupont à l'occasion de la fusion des deux régions, Basse-Normandie, parce que c'est ce qui faisait aussi le patrimoine commun entre ces deux entités. Et finalement qui crée un fil rouge, malgré tout avec une diversité très, très marquée entre les différents territoires, même entre certaines villes très proches les unes des autres, et selon la typologie des villes. Ce que je retiens de cette présentation, avant tout, plus que la protection des édifices ou des ensembles, c'est pas une terme de protection, c'est une labellisation, c'est une reconnaissance d'une filiale. Donc on pourrait non plus à la même échelle, donc voilà, c'est encore une échelle différente, ce qui est également intéressant. Et l'idée derrière ce label, c'est de générer un réseau et de vraiment donner la possibilité aux villes d'utiliser les outils mis en place par les autres, de s'inspirer des bonnes pratiques, de pouvoir échanger, un peu comme il est fait par l'entreprise, mais là c'est encore une autre démarche et une demande d'investissement des villes labellisées pour mettre en place des actions chaque année sur différents volets, évidemment le volet sensibilisation, mais également sur des volets de protection, d'évolution du patrimoine. Voilà, on fait sans filer, hein, excusez-moi. Effectivement, l'atelier progressivement, on est parti vraiment du concept de qu'est-ce qui fait patrimoine, comment on fait le patrimoine, on fait l'architecture, la reconstruction, le patrimoine, et on a fini sur un cas de terrain, la ville de Royan, qui est donc labellisée Ville et Pays d'Art et d'Histoire depuis 2011, on l'a vu ce matin, qui est un peu une ville moteur dans le réseau national des villes et pays d'art et d'histoire, puisque c'est une des rares villes, il y a aussi, je pense, quelques villes aussi en Bretagne, je pense à Lorient, mais qui est vraiment très orientée sur le patrimoine des années 50, et qui est un exemple par rapport à tout ce qu'ils savent. Ils ont mis en évidence, donc c'est que Charlotte est là depuis 2011 et a vraiment tout accompagné. Et elle nous a présenté la diversité de ses actions, aussi bien les visites, les publications, son SIAP, un SIAP qui est quasiment à 80% orienté vers le patrimoine de la reconstruction, ce qui est assez rare. Souvent, on a tout un panel sur 2000 ans d'architecture. Et donc vraiment, à Royan, on nous a aussi montré comment l'accompagnement des habitants sur le changement de regard sur ce patrimoine. L'élu ce matin a évoqué dans les 80 comment c'était mal perçu. Aujourd'hui, les touristes ou bien même les visiteurs, les habitants qui viennent suivre les visites regrettent qu'il n'y ait pas assez de visites sur le patrimoine de la reconstruction, ce qui montre vraiment qu'il y a eu un changement de regard. Un goût, c'est vrai qu'on a choisi cette diapo à mettre en valeur puisque leur publication sur le patrimoine des années 50 est recherchée, est attendue et fait vraiment un effet de collection. Donc son regard et son expérience est vraiment intéressante pour voir l'accompagnement dans ce phénomène de faire communauté aussi autour d'un patrimoine. Et c'est vrai que si on voulait conclure par rapport à notre atelier, on nous a interrogé sur est-ce que faire de l'architecture de la reconstruction un patrimoine n'est pas le figer.
Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les journées comme cette communauté qu'on voit aujourd'hui, qui met l'architecte, urbaniste, expert du patrimoine, ont bien l'intérêt de croiser nos regards pour justement trouver une solution pour ne pas figer le patrimoine, le faire continuer à vivre et aussi accepté par les habitants. Juste un petit peu, effectivement, puisqu'on parle des cibles, alors, désolé pour le terme, hein, effectivement, c'est les personnes à qui on s'adresse. Effectivement, nous sommes tous réunis entre professionnels, soit du patrimoine, soit du bâti, soit de l'urbanisme ou autre. On s'est rendu compte aussi qu'on avait d'autres champs à investir, le monde du tourisme, le monde de la communication. On a encore voilà, d'autres collègues déjà à mobiliser autour de nous pour sensibiliser à ces questions du patrimoine de la reconstruction, avant de pouvoir sensibiliser le public. Donc voilà, il faut vraiment comprendre très largement les modalités de sensibilisation pour essayer de trouver le plus d'écoute hein, sur ces questions. Merci. Et du coup, on va se charger de la restitution de l'atelier 1 qui a eu lieu pour nous. Le thème était la rénovation thermique et la qualité patrimoniale du bâti. Vaste sujet, très vaste sujet qui a donné lieu à des échanges très riches et très diversifiés, avec 3 interventions très très intéressantes, avec une table ronde finale aussi pour échanger entre nous. Avec 3 postures différentes, une posture plutôt maîtrise d'ouvrage côté collectivité, la ville de Sotteville-les-Rouen, une posture AMO, en tout cas expertise technique via l'organisme d'État, le CRMA, et une posture maîtrise d'œuvre avec un architecte qui était là. Merci. Alors pour la première intervention, c'était donc Frédéric Charlier et du projet de Sotteville-les-Rouen qui nous ont présenté leur projet sur la zone verte de Marcel Lotz, dont on a déjà un petit peu parlé ce matin, donc qui est une architecture contemporaine remarquable. Et ils se sont efforcés effectivement à nous expliquer tout le processus de ce projet, même une intervention la plus transversale possible, donc qui essaie d'associer les services d'éducation. Et ce qui était marquant, effectivement, et ce qu'on a relevé dans leur intervention, c'est le préalable à une intervention, ça a été le diagnostic patrimonial et le diagnostic d'usage qui s'est appuyé sur Richard Planck, qui est un spécialiste de Marcel Lotz, et qui a permis de mettre en évidence les caractéristiques du bâtiment, les principes de l'école de plein air. Et donc, à travers ce diagnostic, il y a pu y avoir une hiérarchie, des priorités, des modes d'intervention qui allaient servir de boîte à outils pour les interventions de l'architecte et des entreprises. Donc, ce diagnostic, en fait, a permis d'élaborer un programme qui a mis en avant la valorisation évidemment du bâtiment d'origine, limiter l'énergie grise dans les interventions ultérieures, intégrer les équipements techniques, les potentialités d'extension, de quelle manière on pouvait venir faire des extensions sur le bâtiment patrimonial et l'aménagement d'accès. L'objectif était de remplir une ambition très forte en termes de performance, puisqu'on visait le niveau du décret tertiaire 2050, c'est-à-dire moins 60% de consommation d'énergie, mais aussi une ambition forte en termes de valorisation du patrimoine. Donc on a discuté donc de l'importance du diagnostic et de les connaissances croisées du bâtiment avec aussi les professionnels, les usagers, pour réussir à faire un projet qui soit vraiment où on prend en compte en fait tous les aspects du bâtiment pour pouvoir faire une intervention ciblée et juste par rapport à la valeur patrimoniale du bâtiment. On a ensuite eu le droit à la présentation de l'approche multithématique du CRMA. Le CRMA qui se pose en posture d'AMO ou en centre de ressources pour les collectivités publiques et qui, via ses études, cette approche, tente d'abord de questionner toujours la qualité patrimoniale en premier. Plusieurs missions ont été menées en Normandie, on en a entendu quelques-unes qui ont été présentées dans l'atelier 3. Des missions à l'échelle de la région, avec une étude de DREAL pour la rénovation des copros,
avec notamment une modélisation STD dynamique menée sur ces études-là. À l'échelle du quartier aussi, avec l'étude Rocco Quartier qui a été présentée tout à l'heure, à l'échelle de la ville, avec une étude et un accompagnement de la ville d'Orbec, également une mission d'AMO pour Aroma avec un bâtiment qu'ils ont accompagné, la rénovation d'un bâtiment, et des études pour la métropole de Rouen, dont l'étude de caractérisation patrimoniale pour l'habitat, qui va permettre d'identifier les principales catégories de patrimoine qui existent sur le territoire, dont le patrimoine de la reconstruction, et ainsi d'identifier et d'associer les préconisations essentielles pour les rénovations de ce patrimoine-là, les choses à faire, mais aussi surtout à éviter. Toujours dans cette optique de bien rénover tout en conservant la qualité patrimoniale. Également une étude sur les quartiers homogènes. Ailleurs en France, on nous a aussi présenté le projet Siamorphose à Brest, dans les grandes lignes, on n'est pas rentré dans le détail, et également la mise en place d'un palmarès réable pour récompenser 10 projets nationaux et partager les bonnes pratiques sur ces 10 projets-là. Le CEREMA étant aussi un coporteur du CREBA, qui est un centre de ressources du bâti ancien, bien rénover ce bâti-là. En gros, en conclusion de cette intervention, c'était l'idée de partager les enjeux, de s'accorder sur la valeur du bien et les caractéristiques à conserver, et d'ajouter ensuite des enjeux sur les autres sujets, notamment thermique, confort, usage, pour qu'ensuite il y ait une nécessité de réaliser un diagnostic pour interroger tous ces enjeux, dans l'idéal en amont des projets de rénovation. Et enfin, nous avons eu l'intervention de Xavier Brunkel, donc architecte à Paris de l'agence Brunkel et André, qui nous a présenté un travail de rénovation sur un bâtiment HBM de la rue Stroh à Paris. Donc, plutôt que de parler de site occupé, il me parlait de site habité, pour vraiment replacer l'habitant au cœur des préoccupations quand on parle de rénovation, de réhabilitation. Avec une originalité, on peut le souligner comme une originalité, c'est-à-dire de délocaliser son agence le temps du diagnostic et des travaux au sein du bâtiment, pour pouvoir être en fait en permanence sur les lieux, puisqu'en fait apprendre à connaître le bâti, apprendre à connaître ses habitants sont là aussi un préalable pour faire le lien avec la première intervention sur l'importance du diagnostic et de bien connaître le bâtiment sur lequel on va intervenir. Donc, sur les 120 logements, une visite de tous les logements, une cartographie de l'appropriation, de ce que les habitants en ont fait, quelles sont les valeurs qu'ils portent à la lumière, à l'occupation du lieu, avant de pouvoir faire des interventions. Donc les réunions avec les habitants, du coup, se font très naturellement et spontanément en étant sur place. Et ils ont développé des outils pour pouvoir aussi communiquer avec les habitants sous forme de plans, mais aussi de maquettes. Et un peu plus tard, dans la mission d'un appartement témoin de réunions régulières. Et tout le travail a aussi effectivement conduit à améliorer le confort de vie au-delà d'une rénovation purement énergétique ou thermique. Les questions d'accessibilité, de commun, aussi parfois de solitude dans les logements, de vacances. Et avec une attention portée aux matériaux, énormément avec des questions de réemploi, mais qui ne portent pas trop son nom, mais de réemploi quand même, avec l'utilisation de tout ce qui était à disposition en fait, sur place, les caves pour pouvoir stocker de matériaux en attente de réemploi, l'utilisation de la cour, des logements vacants. Et c'est vrai qu'on s'est posé, du coup, la question des honoraires a été posée à cette intervention, parce que le fait d'être présent comme ça constamment sur place, on demandait combien peut-être coûtait le fait de pouvoir être en permanence à disposition, entre guillemets, des habitants et puis éventuellement du bailleur. Et ça nous a amené en fait sur la question après qui se sont posées pendant la table ronde sur finalement le cadre dans lequel on intervient, cette question des missions où on intervient souvent en tant que maître d'œuvre
dans une mission assez cadrée, avec des enchaînements de missions qui sont très figés, alors que quand on est en rénovation, réhabilitation, on n'est pas dans le même cadre que le neuf, on n'a pas ces mêmes enchaînements de missions, et on devrait revenir à quelque chose de plus artisanal, de plus flexible, avec de sortir en fait des outils trop standardisés. Alors c'est vrai que je vais essayer de refaire le parallèle qu'a fait Xavier Grunkel en parlant de la standardisation. Vous faisiez le parallèle avec du fromage. Pour ceux qui étaient à l'atelier vont comprendre, mais il disait que c'est comme ça, on donnait du kiri à tout le monde. Alors vache kiri, pardon, voilà, je me trompe. De vache kiri à tout le monde, de kiri à tout le monde ou de vache kiri, peu importe, on voit qu'en fait on a une diversité qui existe. Donc c'était ça, cette question de la standardisation par rapport à nos cadres, à nos missions, mais aussi aux matériaux. En fait, tout ce cadre qui est parfois trop rigide, alors qu'en fait, on voit avec l'importance des diagnostics, le temps passé à apprendre à connaître les bâtiments, que chaque opération est unique, alors qu'on aurait tendance à penser que tous les bâtiments de la reconstruction sont très standardisés, sont tous les mêmes. Et qu'on aurait besoin effectivement d'une grande flexibilité de la part des instances. On a parlé du bureau de contrôle, on a parlé un petit peu de l'ANA. Peut-être je peux te laisser sur l'énergie. Ouais, tu me comprends. Oui, en tout cas, qu'il y a une vraie question à traiter sur le réemploi, sur minimiser l'énergie grise de nos projets de rénovation. En gros, c'est des projets vraiment à prendre dans leur globalité et avec une vraie nécessité d'échanger, de mise en réseau, on se le redit, de transversalité, hein, ça a transpiré aussi dans les interventions, de transversalité pour traiter tous les sujets avec un fonctionnement nécessaire en équipe projet, parce que notamment pour la ville de Sotteville-les-Rouen, on est à élaborer des programmes ou à faire le suivi ensuite de la conception et ensuite des travaux. Bref, il y avait beaucoup de richesses, on a tous appris plein de choses, et donc très intéressant, et en fait, voilà. Bravo pour cette capacité à tenir le timing. On a 2 minutes de retard, donc je trouve qu'on est vraiment très bien. Félicitations à vous. J'aimerais quand même vous dire à quel point je suis contente, même ne serait-ce que dans les modérateurs qui sont présents ici, on représente à la fois l'architecture, l'aménagement, l'énergie, la régulation, la conservation. Enfin, ne serait-ce que là, dans cette équipe-là, on voit toute la richesse de ce que a pu être cette journée dans tous les échanges et dans la présence de ces gens qui en fait font la transversalité, la mutualisation, enfin, toute cette réflexion de fond qu'on avait sur cette journée aujourd'hui, de comment on fait pour travailler tous ensemble sur ces projets-là pour qu'ils puissent avoir le plus de sens possible. Donc encore merci à vous, merci à Christine Lecomte d'avoir accompagné tout ça, accompagné toute cette journée, les thématiques, le fond, merci beaucoup. Voilà, je vous l'avais promis, on refait une pause. Attendez, tout de suite. Je vais vous dire qu'on se retrouve du coup dans un quart d'heure avec nos grands témoins. Donc là, l'idée, c'est vraiment de pouvoir laisser à nos collègues qui sont venus d'Ukraine le temps de nous parler de ce qu'ils vivent aujourd'hui. La question de la reconstruction n'est pas encore tout à fait celle qui les concerne directement, mais pourtant ils y réfléchissent déjà. Donc c'est Vitaly Belobrov qui va venir, donc qui est maire adjoint à la ville de Kherson, et qui va pouvoir nous parler à la fois de la question de l'urgence, la mise en sécurité, la question du soin des gens, voilà, de tout ça dont il va nous parler, mais aussi de la question de la projection, de réinventer la ville de demain, etc. Donc Vitaly va pouvoir porter ce discours-là. Il sera ensuite suivi par Katerina Okmenko, qui vient de l'agence Valbec, donc une agence d'architectes de Kiev, et qui, eux, ont tout un pan de leur réflexion autour, justement, de la projection et la suite, et comment on invente, et les problématiques aussi de fond, ça va être quoi, du coup, la reconstruction de demain, par quoi on ne se laisse pas embarquer, comment... Enfin, voilà, donc du coup, c'est tout ça qu'ils vont nous présenter tout de suite après votre pause, si vous voulez bien. Donc, on vous retrouve d'ici 15 minutes.